Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Laura Dutèche-Pérez. Bonjour, bonjour Rebecca Chaillot. Bonjour. On a eu un petit rendez-vous manqué, Oui, toutes les deux, mais surtout avec les auditeurs, auditrices de France Culture. j'en suis bien désolée. Ben non, c'est la vie dans Paris, c'est la vie en Île-de-France, il faut réussir à circuler et arriver jusqu'ici. On est très heureux de vous recevoir. Rebecca Chaillot, est-ce que le théâtre est pour vous une affaire d'engagement ? Ce n'est même qu'une affaire d'engagement, oui. Parce que les gens qui m'y ont emmené sont des personnes engagées, je pense. Et parce que je trouve toujours que avoir un plateau, avoir une antenne, avoir une page blanche, c'est quelque chose de politique, voilà. Donc oui, je le considère comme un engagement. Et comment vous le traduisez, cet engagement ? Eh bien, En faisant, c'est ce qu'on vous entend dire déjà. ouais. Quand il y a carte blanche, vous remplissez, vous, la page qui est pour l'instant pas encore écrite. C'est ça, oui. Je pense que je suis quelqu'un qui fait, pas quelqu'un qui pense beaucoup. Enfin, j'espère. Enfin, je sais pas. En tout cas, je fais beaucoup de choses en même temps, en essayant d'être très engagée quand je suis présente. Et voilà, quand j'arrive à arriver. Qu'est-ce qui vous freine parfois ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? Je pense que le fait d'être à l'extérieur de l'institution théâtrale ou culturelle était quelque chose qui me provoquait, qui me donnait envie de rentrer, d'aller devenir pas un modèle, mais en tout cas d'aller faire trace. Et que maintenant que je suis un peu plus intégrée dans cette institution et dans cette visibilité-là, ce qui peut me freiner, c'est la peur de plus avoir d'imaginaire, de plus être assez engagé, d'être broyé par une surproduction. Que l'encre soit sèche, justement, ou ça Ouais, sèche. aussi. Ouais. Vous n'êtes pas la seule à dire cela aujourd'hui. D'autres le disent et le font. Rodriga Garcia, Angelica Lidl. Quelque chose cloche dans ce monde du spectacle vivant. Pourquoi appeler à une refonte du système ? Voire même à la refonte même du mot théâtre. Qu'est-ce qui ne va pas ? Bon, et c'est sûr que, pardon, je voulais pas souffler la question. J'ai rien inventé et à la fois je le constate tous les jours. Le mot théâtre traîne derrière lui beaucoup d'exclusion au final, de personnes qui ne se sentent pas concernées alors que c'est un terrain de jeu qui pourrait servir à tous et à toutes. Voilà, quand je joue dans des théâtres et que je vois que la population n'est pas assez mixte, n'est pas assez concernée, voilà. Enfin, pardon, je parle mal là, mais voilà. En tout cas, moi, c'est important là, depuis que je fais les spectacles, depuis que je fais ou La Chèvre ou quoi, de voir dans les salles des publics queer, des publics non blancs, des publics de quartiers populaires, des gens à qui on dit que le théâtre est pour eux, mais ne se sentent pas invités, qu'ils se sentent invités, qui elles se sentent invitées, ça me touche beaucoup. Donc ça, c'est déjà une part des choses. Ça, c'est pour le public. Oui. Mais c'est le cas aussi en coulisses Oui. et sur le plateau. Et notamment pour la mise en scène. Vous avez un pull aujourd'hui qui en Ouais. dit long, avec une joueuse de tennis qui monte au filet. C'est ce que vous avez choisi de faire, mais même très jeune, de monter au filet. Oui. Oui, j'avais envie d'être là. Et quand j'ai compris que le théâtre n'était pas qu'une affaire de texte et une affaire d'incarnation ou de physique, de jeune première ou quoi, j'ai compris qu'il fallait être très présente. Et je me suis dit que oui, j'allais y aller. Moi, je fais du volley plutôt. Mais c'est vrai que le tennis me touche pas mal avec Venus et Serena Williams. Et oui, voilà, j'aime bien monter au filet et se matcher. Ouais. Quelle est votre définition aujourd'hui du théâtre ou de la scène ? Vous employez souvent un beau mot qui est celui de métamorphose. Vous parlez de la scène comme un lieu de métamorphose, grâce et avec les artifices du théâtre. J'aime au théâtre que ce soit un endroit de recherche de vérité, d'expérimentation, qu'on puisse assister en effet aux métamorphoses, aux transformations. Je pense que c'est un lieu de rituel. Après, il faut questionner quel rituel on a envie de garder de ce théâtre et les rituels qu'on a envie de questionner, de mettre au travail. Voilà, puisque les rituels du théâtre sont des rituels qu'on doit interroger aussi dans notre société. Qui regarde qui raconte quoi, comment on joue, à quoi on joue ensemble. Voilà, c'est ces questions-là qui m'intéressent quand je parle de théâtre. Elle est belle cette question, à quoi on joue ensemble ? Bah ouais, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que c'est ce qui permet de re-questionner le rapport avec aussi les personnes qui nous invitent, les personnes qui nous regardent, à quoi on joue ensemble. Et puis qui sont les joueurs, qui sont les joueuses. Voilà, c'est important pour moi qu'on puisse réfléchir vraiment
à ça ensemble. Mais cette idée de jeu qui est au cœur du théâtre, au cœur de la comédie, elle est importante parce que ça signifie aussi ne pas trop se prendre au sérieux. Ce qui n'est pas une manière de désamorcer la force politique du théâtre que vous mettez en scène aujourd'hui, hein, Rebecca Chaillon. Oh non, non, je trouve ça important. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très... comment dire, pas sérieuse, mais voilà, j'ai une forte violence et j'aime que cette violence-là, elle puisse s'exprimer au plateau, mais cette violence-là, elle est connectée très fort au rire, à beaucoup de tendresse, et donc c'est important que oui, qu'on n'oublie pas que le théâtre est un jeu, et donc dans le jeu, il y a cette chose-là aussi d'amusement, voilà, et j'y tiens beaucoup. Après, je la tresse avec d'autres questions. Ce plaisir-là, vous l'aviez quand vous étiez sur scène, vous, quand vous jouiez? Moi, j'ai toujours été hyper stressée par le fait d'aller jouer, bon, comme plein d'acteurs et d'actrices, mais à un point, depuis très tôt en fait, depuis que je pratique le théâtre, ça a toujours été un énorme stress, des nœuds pas possibles, même pour aller en répétition, j'ai toujours détesté répéter. Donc, donc ça se sent dans mon théâtre. En général, je passe plus de temps à écrire les règles du jeu avec l'équipe, à protocoler, que à répéter. Voilà, c'est un acte que j'aime particulièrement dans le fait qu'il arrive une fois. Et donc le fait de mêler théâtre et performance et d'osciller comme ça entre des choses qu'on pourrait ne faire qu'une fois et des choses qu'on va répéter. Voilà, ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est de continuer à chercher la règle du jeu. Mais c'est vrai que vous voyez aussi le théâtre et vos mises en scène comme des performances. Il y a cette idée du moment, du présent aussi, hein, qui se joue dans chaque représentation. On essaye. On essaye. C'est une contradiction. Je travaille beaucoup avec l'artiste Céline Champineau et c'est un casse-tête pour elle quand on essaie de réfléchir à l'objet de mon travail parce que dans l'endroit de performance, bah voilà, on va travailler sur notre intime, sur notre corps. Enfin, moi, je sais que sur Carte Noire, mes cheveux et ma peau, ils passent pas mal. Comment répéter cette chose-là 70 fois? Est-ce qu'il faut la répéter? Quel est l'interstice entre les deux? Entre cet acte politique un peu sacrificiel que peut représenter la performance parfois, en tout cas, et l'endroit de répétition et de jeu et de rejeu. Voilà. On va repartir peut-être avec les protagonistes de Plutôt vomir que faillir, cette pièce que vous avez mise en scène et qui était à voir justement jusqu'au 10 décembre, mais elle va tourner à la MC 93 du côté de la Seine-Saint-Denis, qui va arriver en janvier à Cavaillon, qui ira à Strasbourg aussi par la suite et qui va continuer à explorer le Grand Est avant de rejoindre Orléans en avril. Il faut commencer avec les protagonistes de Plutôt vomir que faillir, remonter à l'adolescence, peut-être avant votre arrivée même à Paris, avant le conservatoire, avant le travail de troupe. Quelle adolescente étiez-vous, Rebecca Chaillon? Eh ben, c'est drôle parce que je reconnecte beaucoup avec mon adolescente, ne serait-ce que parce que de mon habillement aujourd'hui, par exemple. J'ai reconnecté avec une adolescente qui se demandait pourquoi il n'y avait pas de Barbie noire. Donc je me faisais appeler comme ça et j'étais très colorée, très dans une envie d'être présente même dans le regard des gens tout le temps, avec une sensation parfois de manque de communication et de manque de visibilité au sein de ma famille, ou en tout cas un problème de verbalisation de qui on est, de qu'est-ce qu'on vient faire là. Donc j'ai toujours eu besoin d'exulter à l'extérieur par mes vêtements. Donc là, je porte un magnifique ensemble rose. C'est le rose que vous avez piqué à Barbie sur le tard. Exactement. En fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais depuis tôt, j'avais les cheveux multicolores. Voilà, bon. Je suis quelqu'un très pop, très télé. Voilà, à l'époque en tout cas, et toujours un peu aussi. Voilà, j'aime beaucoup, je connais toutes les paroles des chansons, on m'appelle le jukebox. Voilà. Vous vous êtes réapproprié vos icônes? Oui, complètement. Oui, c'était important en fait. Comment on fait pour digérer une culture qu'on peut juger, enfin qu'en tout cas moi j'ai pu juger honteuse à un moment en confrontation avec mes camarades du conservatoire ou de la Sorbonne quand j'ai fait mes études. Comment on se la réapproprie, comment on la transforme en intelligence, comment on transforme le gavage télévisuel en un imaginaire, en une écriture. Voilà, j'ai toujours été déléguée de classe. Et j'ai jamais su pourquoi, parce que j'étais quand même pas très à l'aise dans ma peau. Mais au final, je me sens encore assez déléguée de classe dans ma manière de travailler, d'amener des gens avec moi en disant « mais si, tu as ta place, mais si, je vais te sauver au conseil ». Voilà. Et quelles sont vos icônes, justement? Quelles étaient vos icônes? Oh là là, c'est raide parce que c'est pas des icônes très réfléchies. J'aurais aimé dire autre chose que... Enfin bon, voilà. Je peux dire Ophélie Winter, je peux dire les Spice Girls, je peux dire Buffy. En tout cas, des icônes femmes, ça c'est sûr.
C'est un peu raide, j'ai pas assez réfléchi. Non, mais ça, c'est Peut-être, celle d'hier et celle ah, d'aujourd'hui. celle d'aujourd'hui, C'est pardon. non, Ouf, non, non, c'est pardon. vrai, c'était la question. Ouais, OK. Mais celle d'aujourd'hui, celle que vous admirez aujourd'hui? Parce que j'ai peur que si on parle d'Ophélie Winter Ouais, pour des auditeurs un peu plus jeunes que nous, oui, on nous je piche ne pas. sais même pas si ça dit quelque chose encore Moi, si Dieu m'a donné la Ah oui, c'est foi, vrai. tout le monde connaît. Encore quelque part. On a mis une pièce dans le jukebox. Voilà, exactement. Aujourd'hui, niveau artistique, je pense à Marina Abramovic, même si je ne sais pas si je suis toujours OK avec elle actuellement. Je n'ai pas tout suivi, mais ça a été un gros... Grande performeuse plasticienne. Oui, Ouais. voilà, la papesse de la performance. J'aime Amandine Gay, évidemment, elle m'a ouvert la voie. C'était le Sans- titre de son documentaire. Voilà. Euh, J'aime voilà, Fania Noël, donc une autrice et une militante afroféministe, Mélissa Lavo, grande artiste. Enfin, en tout cas, je suis entourée de figures créatrices, noires, autrices, militantes, qui me stimulent énormément, et donc je ne peux pas dire toute la liste là. Évidemment, Rodrigo, mais c'est presque passé. Tant je l'ai avalé et pas digéré, mais en tout cas, tant il a été parrain. Lui, c'était, oui, le parrain. Alors, le père, j'aurais dit. Mais vous Oh dites non, parrain. Ouais. ouais, parce que j'ai déjà un père. Hein. Le parrain de Il est ce théâtre. qu'il est, mais j'ai eu pas mal de Bernard dans ma vie, voilà, en père de théâtre. Voilà. Et donc, ils ont été importants pour moi. Et Rodrigo, je le vois comme un parrain parce qu'il a débarqué. Et puis, il a débarqué comme ça. Il n'a jamais été très paternaliste avec moi, mais plutôt voilà, une tape dans l'épaule, un petit coup de whisky et fais confiance à ton écriture. Mais arrête de te cacher. Allez, montre-toi. C'est intéressant comment certaines icônes ou figures, modèles d'hier, qui étaient peut-être effectivement à la marge, vous disiez mes copains de conservatoire, ça leur disait rien, sont devenus plus mainstream aujourd'hui, en tout cas en train de rejoindre un centre où ils n'avaient pas leur place jusqu'ici. Vous avez aussi dit, je débordais de raconter des histoires quand j'étais adolescente. Il y avait cette parole qui ne sortait pas. Et le théâtre vous a permis de raconter des histoires. C'est ça, finalement, le théâtre, le lieu d'expression d'une parole intime qu'on met à la portée de tous? C'est ce que j'ai de mieux à te proposer, en tout cas. J'ai l'impression que... Bon, c'est souvent un truc que je dis et que je répète, mais c'était important d'arriver avec une force. Et donc cet intime-là, j'en suis forte puisqu'il me concerne et que j'apprends à le connaître. Je ne me connais pas hyper bien. Je pense que je pourrais encore faire quelques années de psychanalyse ou quelques années de travail sur moi, en tout cas, de différentes manières. Et donc cette matière-là, l'intime, oui, c'est notre ressource à tous. Justement, et c'est ça que j'ai envie de puiser. C'est pour ça que là, aujourd'hui, je trouve qu'il faudrait faire une petite pause, histoire de me recharger, de me renourrir. On ne peut pas faire la compagnie dans le ventre comme ça, à sec. Donc, voilà, non, c'est intime. Et vous repartez de l'intime Ouais. pour chercher les résonances, pour traquer les oublis, les tabous aussi, pour que ça parle à tous, en fait. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Enfin, c'est ce que j'ai demandé. En tout cas, quand j'ai rencontré l'équipe de Plutôt Vomir, qui a entre 19 et 24 ans, c'était un peu ça. Est-ce que vous êtes prêt à devenir auteuriste de votre vie? Est-ce que vous êtes prête à ce que vos intimes soient un matériau avec lequel on travaille, on déploie? Et ce qui est juste là-dedans, enfin, en tout cas, ce que je trouve juste en le voyant, c'est l'endroit de complexité dont on est tous chargés et qui permet, qui pour moi, est la plus belle des écritures. C'est-à-dire qu'elle est tellement juste. D'un seul coup, la complexité de quelqu'un, si je veux aborder le sujet de la dépression, mais et le sujet de l'amour et de domination adulte, et puis de rapport à la nourriture. Il m'aurait fallu peut-être écrire très longtemps, et puis là, d'un seul coup, c'est contenu en une seule personne. Et voilà, c'est important pour moi de donner les outils d'émancipation en disant comment je me réapproprier mon intime, comment je le sublime, comment j'en écris la violence, et comment j'ai un peu de distance dessus et que je la propose à d'autres. Rebecca Chaillon est notre invitée, metteuse en scène. On parle de 2 pièces aujourd'hui qui vont tourner partout en France, intitulées Plutôt vomir que faillir, Carte noire nommée désir. On y entre là tout de suite, il est 12h18 sur France Culture. Dix ans après votre seule en scène très remarquée, L'estomac dans la peau, Rebecca Chaillon, vous remettez la question de l'alimentation sur le plateau avec cette pièce Plutôt vomir que faillir. Le ventre, vous avez donné ce mot-là et cité ce mot-là tout à l'heure. Tout part du ventre.
avec vous? C'était la blague, en tout cas, quand on a nommé la compagnie. Et on se disait, enfin, on avait 19 ans avec Margot Chavaroche, et on se disait que peut-être on ferait pas d'enfants, mais du coup, on pourrait porter des projets comme des bébés. Et puis, à la fois, après de passer par tous les noms de compagnies alimentaires, on s'est dit qu'il y avait quelque chose de très sérieux là-dedans, dans ce chakra de la créativité. Voilà. On avait un logo qui était un peu voilà, un ventre, enfin un nombril comme ça orange. Et puis après, on s'est rendu compte que ça faisait le logo d'Orangina, donc on a... Vous avez changé? Non, on n'en a plus du coup, mais voilà. Mais il y a aussi toute une métaphore de la dévoration qui traverse vos pièces. Hein. D'ailleurs, vous dévorez et vous vous laissez dévorer, hein, comme dans Monstre d'amour, où l'être aimé vous cannibalise, précédente création de vous, Rebecca Chaillon. Monstre d'amour, Clara Luciani en a d'ailleurs fait une chanson dans son album Cœur. Ce soir, elle n'est pas là pour, ce midi, pardon, elle n'est pas là pour la chanter, mais c'est une dévoration et une métaphore qu'on retrouve aujourd'hui sur la scène comme au théâtre, et peut-être une métaphore aussi de la création, en fait, cette idée de dévoration. Oui, c'est-à-dire que j'y vais avec ce qui me bouffe, ce qui me tord le ventre, ce qui aujourd'hui me ronge. Enfin, j'en ai mille des phrases comme ça, parce que c'est comme ça que j'appréhende les choses quand je les rencontre. Qu'est-ce qui m'a bouffé et m'a empêché de vivre, ou qu'est-ce que je dévore pour... qu'est-ce que j'attaque pour ne pas me laisser faire. Donc oui, c'est un vocabulaire qui est omniprésent. J'avais très envie que Plutôt vomir soit... comment dire, une sorte de réponse. Enfin, je fabrique comme ça un petit peu des réponses. Carte Noire, c'est un peu la réponse à 8 femmes d'il y a une dizaine d'années aussi. 8 femmes blanches au plateau, puis là, d'un seul coup, 8 femmes noires puissantes. Plutôt vomir, c'était moi, jeune artiste, 22, 23 ans, qui veut raconter son identité, son corps, enfin, ses identités, ses corps, tout ce qui l'habite, et de donner cet outil-là aux autres. Qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'elles mangent, par quoi elles sont mangées, et voilà, et tout vomir, enfin, vomir c'était important en tout cas, justement aussi, 10 ans plus tard. Et pourquoi? Après avoir beaucoup mangé. Ah oui, d'accord. Il fallait se libérer de quelque chose, en fait. J'ai l'impression, oui, Ouais. Et puis, bon, moi j'adore travailler avec Wikipédia, donc c'est pas une grande référence, mais c'était de se dire que vomir, c'était un réflexe, enfin c'est le corps qui se protège de quelque chose qui l'intoxique. C'est-à-dire c'est un mécanisme réflexe qu'a le corps, c'est une force en fait. C'est dégoûtant, certes, on n'a pas envie de parler de vomi, mais face à tout ce qu'on nous fait bouffer, tout ce qu'on ingère de notre société, toutes les violences, tout ce qu'on reçoit comme valeur ou comme éducation, il y a forcément des choses qu'on a besoin de trier, de rejeter, pour se protéger, pour avancer. Et donc c'était important de prendre cette image-là pour nous, là, surtout pour parler d'adolescence, où c'est un âge où on se dit qu'il s'agit de rejeter. Et on est là, il fait sa crise d'ado. Et moi, j'avais besoin que ce soit vu comme une force. Et que peut-être, fallait arrêter de se focaliser sur la crise d'ado et sur la puberté, mais comprendre que c'était le monde qui était en crise et que les adolescents, il fallait peut-être leur donner des outils, des armes, au lieu de leur dire qu'il n'y avait que leurs hormones qui les agitaient. J'aurais été ravie, même si j'ai adoré regarder la télé et tout ça, j'aurais été ravie qu'on me donne les armes, qu'on me dise la vérité sur mon corps, sur ce qui se passait autour de moi dans le monde, et que je puisse, pendant que j'étais encore vive et pas toute rouillée là de dos et des hanches, j'aurais aimé qu'on me donne les outils pour me battre. Et c'est ça que je voulais faire. En attendant, cette vérité, vous la cherchez et toujours et encore sur scène. Pas facile, hein, dans ce monde, de trouver chaussures à son pied, notamment quand on est une femme noire. Lecture des petites annonces récoltées dans Amina, un magazine de la femme africaine et antillaise. Extrait de votre pièce Carte Noire nommée Désir. Homme blanc, français, la cinquantaine, cultivé, propre, élégant, allure sportive, yeux bleus, 1m73, 72 kilos, cherche sa perle noire en France pour relations sérieuses et durables. Homme blanc, soixantaine, veuf, look jeune, non-fumeur, tendre, candoliste, facile à vivre, recherche femme, black, sans tabou, look très sexy, pour vie à deux et sentiments sincères.
femme, noire, 37 ans, vivant dans la campagne du Loiret, a la flemme de plaire et séduire, a pourtant beaucoup d'énergie à revendre, aimant la couture, le bricolage, le jardinage, cultive actuellement son potager intérieur. Merci de bien la laisser tranquille. À travers la lecture de ces petites annonces, la question est claire, hein. À quel désir, Rebecca Chaillon, assigne-t-on les femmes noires? Quels préjugés, quelle perception, quelle construction a-t-on des corps, et notamment des corps afro-féminins, hein? Oui, c'était important pour nous. En plus, là, dans l'extrait, il y a deux types d'annonces. Il y a les petites annonces, en effet, qu'on récolte dans Amina Magazine, sans trop juger, en mettant voilà, juste en faisant écouter. C'est les premières prises de parole de Carte Noire, après 40 minutes de silence à peu près. Donc, de signaler quel est le désir existant envers les femmes noires, là, dans cette revue-là. Et en parallèle, là, c'est Aurore Déon, qui est une des collaboratrices et artistes du spectacle, qui donne sa vraie annonce à elle. Quel est son endroit de désir à elle? Et on essaye de faire dialoguer, en tout cas, ces endroits-là. Nous, qui sommes-nous, en fait? Quel type? Enfin, il y a des femmes noires, il y a des femmes afro, il y a énormément de culture de ce que prouve un peu, enfin, ce que montre, pas prouve, mais ce que montre Amandine Gay, notamment dans son documentaire, en interviewant 24 femmes noires. D'un seul coup, on a des vécus communs, alors qu'on a des différences vraiment flagrantes en termes d'origine ethnique, de religion, de sexualité, d'éducation. Voilà, ça c'était important pour nous de se situer aussi. Il y a souvent cette idée, comme chez Amandine Gay, que s'assumer, ça commence par le fait, et assumer son corps, ça commence par l'idée de le revendiquer aussi. Eh bien, oui. Pardon, je réfléchis à comment articuler ma réponse. Oui, le revendiquer. En fait, en tout cas, c'est surtout dire arrêtons. Cette histoire de gaze, quoi, de regard, de qui porte le regard sur qui. Là, l'idée, c'est de dire on va être créatrice, on a des choses à dire, écoutez, on sait mieux que vous qui on est, ou en tout cas, laissez-nous chercher. Comme des générations et des générations d'auteurs, d'autrices, de personnes, laissez-nous nous définir et nous chercher devant vous, plutôt que de nous assigner à des places qu'on n'a pas choisies. Vous parlez de vous arrêter, vous avez quel âge? J'ai 37 ans. Voilà, vous arrêtez un moment pour réfléchir, mais pourtant ça continue encore. Carte d'or suivra dans le prolongement de Carte Noire nommée Désir. C'est un nouveau projet écrit dans les creux et les lieux entreaperçus mais inexplorés de cette première pièce. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Qu'est-ce que vous avez travaillé? C'est une vraie question de savoir s'il y aura Carte d'or ou s'il y aura un autre spectacle. J'aimerais. Je pense vraiment que là, il est important de résister à la pression de l'autre côté. Voilà. Ce que j'aimerais travailler, c'est le rapport des femmes noires à l'argent, à l'économie. Quelles sont les femmes noires puissantes et quels sont leurs modes de travail ou leurs modes... est-ce que ce sont des modèles pour nous, et voilà, qui sont-elles? Et aussi le rapport à la religion à la fois. Mais là, j'en ai pour quelques années de lecture, je pense. Donc, et puis, je voudrais peut-être voir si je peux fabriquer un bébé, peut-être dans la compagnie dans le ventre aussi. C'est important. Ah oui, il va se passer autre chose là. Ouais, voilà, pour le coup. d'autres types de fabrication. D'autres tourments pour le ventre. J'ai dit ça à la radio, je suis morte avec ma copine. Mieux vaut vomir. Je me trompe plus de titre. Plutôt. Vous êtes en train de me perdre. J'imagine. Je suis là pour ça, Olivia. Plutôt vomir que faillir. Pas pour me perdre, d'accord. Plutôt vomir que faillir. Après la MC 93, à Bobigny, la pièce sera à Cavaillon, à la Ferme du Buisson, à Strasbourg, en janvier, les 20 et 21 février, pour la deuxième édition aussi du festival Everybody au Carreau du Temple à Paris, à Orléans, en avril. Et puis on peut peut-être quand même rapidement aussi évoquer Carte Noire nommée Désir, qui sera à voir à Toulouse en février, à Bruxelles toujours en février, Besançon là encore pour le même mois, Tours, Le Mans et la Suisse, ce sera cette fois entre début mars et fin mars. Voilà pour ces deux projets et toutes ces dates. Et donc on attend de voir avec ce bébé dans le ventre, ce Carte d'or qui peut-être arrivera. On n'aura pas eu le temps de parler de foot en plein mondial, mais vous avez loupé aucun match? J'ai tout loupé les matchs de manière assez consciente, évidemment. Et volontaire. Pour rester cohérente. Mais oui, on tourne toujours où la chèvre est attachée. C'est toujours un spectacle important. Voilà, qui parlait de foot, voilà. Notamment, et des discriminations. Exactement. Et du féminin. Voilà, donc on est toujours là, mes trois troupes. Voilà. Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Créée en 2018 et qui continue à tourner. Merci mille fois, Rebecca Chaillon. Merci, Olivia. Merci.